Dans un climat géopolitique extrêmement tendu, la relocalisation s'impose aujourd'hui comme une nouvelle approche économique. Et cette tendance se dessinait déjà. En effet, la région Bretagne a entamé un travail en ce sens. Il suffit de se pencher sur les 2 études Reloc qui laissaient déjà entendre que la machine est en route. Alors cette analyse tenait à prouver qu'on a tout intérêt à favoriser la relocalisation en Bretagne par les achats, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental. Réduire les coûts, opérer un rapprochement entre acheteurs et fournisseurs, créer de l'emploi sur le territoire et réduire son empreinte carbone. Voilà ce que la relocalisation laisse entrevoir. Mais comment amorcer ce virage et conserver une stabilité financière ? C'est ce que nous allons découvrir avec nos différents invités, à commencer par Loïc Hénaff, PDG du groupe Jean Hénaff et conseiller régional, délégué à la relocalisation d'activités au fret et à la logistique. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Voilà, prenez pas la télécommande, mais le micro à gérer. Vous êtes chargé de nous présenter les étapes de la démarche engagée par la région Bretagne depuis 3 ans. Nous avons invité également 2 acteurs incontournables dans le secteur de l'économie. Alain Mongeau, président du CNA Bretagne, le Conseil national des achats. Cette association soutient votre entreprise, si vous comptez nouer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs et rechercher l'innovation. Vous allez nous expliquer tout cela. Alain Mongeau sera amené, suite au thème qui nous intéresse, relocalisation par les achats, un changement nécessaire de culture, à commenter les résultats d'une enquête sur la tendance et priorité des achats, avec des chiffres très édifiants qui viennent de tomber récemment. Et donc, on va commenter ensemble. Pour compléter son analyse, nous serons également avec Jean-Pierre Ivry, président de la CCI de région Bretagne. Vous avez été à la tête de plusieurs grosses entreprises. Bonjour, merci également d'être avec nous. Beaucoup d'entreprises dans votre carrière, président du MEDEF Morbihan de 2014 à 2017. Vous allez examiner ces chiffres pour nous et revenir sur les problématiques suivantes. La réduction des coûts, mais aussi comment sélectionner ses fournisseurs en resserrant les liens en vue de plus d'efficacité. Et enfin, nous avons avec nous Marianne Guyader, chef d'entreprise pour Groix et Nature. Vous êtes implantée sur l'île de Groix et il paraît que votre petite entreprise ne connaît pas la crise. C'est ce que vous allez nous préciser tout à l'heure. Son succès, en plus de son talent de dirigeante, vient du fait que dès la création de son affaire, sa volonté première a été de travailler principalement avec des fournisseurs locaux, que ce soit pour le poisson, les légumes ou encore les emballages. Tous nos invités sont d'accord pour dire que la relocalisation par les achats, c'est l'avenir, mais comment y parvenir ? On va voir ça dans un premier temps avec Loïc Hénaff, donc PDG du groupe Jean Hénaff, conseiller régional délégué à la relocalisation d'activités, au fret et à la logistique. Déjà, en quelques mots, je sais que beaucoup de gens ici dans cette salle vous connaissent, mais est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement ? Pas vous dire que je suis né le jour de la Sainte Fleur. Non, bah voilà, je dirige l'entreprise et je suis conseiller régional. Voilà. Merci. Voilà, juste ça, ce que j'ai dit en fait. Pourquoi vous avez choisi ce thème de relocalisation par les achats, un changement nécessaire de culture? Il est intéressant ce mot aussi, culture. Oui, merci. Alors effectivement, ce que j'aurais peut-être pu dire pour compléter mon parcours, c'est que j'ai été président du réseau Produits en Bretagne pendant 6 ans et très actif dans le réseau pendant une quinzaine d'années. Marianne est d'ailleurs aujourd'hui membre du conseil d'administration dont je ne fais plus partie. Et effectivement, c'est un sujet que cette association, en tant que pionnière depuis plus de 30 ans, a travaillé en Bretagne avec un aspect qui est comment nos emplettes peuvent se transformer en emploi, et donc c'est le sujet de l'achat du grand public. On va dire que j'ai une petite appétence, une petite expérience en la matière. En fait, il y a 3 achats dont on pense, dont on est sûr qu'ils ont un impact sur l'économie, sur le social et l'environnement. C'est l'achat des consommateurs, l'achat des collectivités et l'achat des entreprises. L'achat des consommateurs produits en Bretagne fait un travail remarquable. L'achat des collectivités, malheureusement, ça dépend de chaque collectivité. En tout cas, en l'espèce, c'est mon collègue Simon Husenard, conseiller régional et sénateur, qui s'occupe de ce sujet à l'échelle de la région Bretagne. Et nous avons pris, en tant que région Bretagne, des engagements extrêmement forts, puisque à la fin de cette année 2025, 80% de nos achats seront réalisés en région Bretagne. Alors,
en Bretagne, à 5 départements. Pardon. Merci. Merci d'applaudir parce que c'est un choix fort politique. 80% des achats. On était à 50-60% et on a accéléré fort. Alors on achète beaucoup de choses, hein, mais on achète aussi beaucoup de denrées pour nos 115 lycées bretons, puisque les lycées publics sont les lieux où l'achat agroalimentaire donne tout son sens pour la population, mais aussi dans l'exécution d'une politique régionale. En région Bretagne, on n'a pas confié ce marché à des prestataires, on réalise en régie avec nos cuisiniers les repas. Effectivement, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec nos invités. C'est ma 3e intervention au Forum économique breton sur le thème de la relocalisation par les achats. Et je vois qu'on a bien travaillé ces dernières années, mais cette année, j'avais envie qu'on parle un peu de culture. Alors, culture, c'est notre culture managériale, notre culture de chef d'entreprise. Parce que aujourd'hui, nous consommons ce que les autres produisent. En France, nous consommons ce que les autres produisent. Le PIB industriel français est sous les 10%. Il n'a jamais été aussi bas. Voilà. Nous sommes devenus des consommateurs, nous ne sommes plus des industriels, ou quasiment plus des industriels. Et donc le plateau qu'on a connu, hein, le frémissement de réindustrialisation, ne s'est pas opéré. On a tous souhaité, mais il ne s'est pas opéré. Donc on a un vrai sujet à travailler. Et donc cette renaissance industrielle, plus que réindustrialisation, elle n'est pas en route. Moi, ce en quoi je crois, c'est que cette relocalisation par les achats, ce que vous, chef d'entreprise, pouvez faire, ce qui est à votre main, eh bien, et je le dirai tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut soutenir aussi notre modèle social. Très clairement, chaque achat sur Amazon, c'est des cotisations retraite en moins. C'est aussi radical que ça. Chaque achat lointain réchauffe la planète. Chaque achat lointain réchauffe la planète, et pas uniquement pour des histoires de transport, aussi pour des histoires de carbonation de l'énergie. Donc à chaque fois qu'on achète un truc sur Internet qui vient de très loin, on fait l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Donc ce serait peut-être bien qu'on mette en face de nos paroles quelques actes. Donc depuis 3 ans, nous avons travaillé, et donc je remercie Loïc Chenet-Girard de m'avoir confié cette mission. Nous avons travaillé avec un collectif large. Vous envoyez les logos à l'écran. Et donc je remercie mes camarades de jeu, Jean-Pierre avec la Chambre de commerce et d'industrie, l'UIMM, l'agroalimentaire, le bâtiment, je vais le monde dans la salle, Produits en Bretagne, Bretagne Commerce International, Bretagne Compétitivité, le Conseil national des achats, la Banque des territoires, les CCE, la DRETS, bref, tout le monde, on s'est mobilisé, l'économie bretonne s'est mobilisée pour se poser des questions. Et quelles questions on s'est posées ? Tout simplement, on s'est rendu compte il y a 4 ans, grâce à une première étude fondatrice qu'on avait appelée Reloc, donc toutes les données sont disponibles en ligne, je vous donnerai ça tout à l'heure. On a utilisé cette étude qui a regardé d'un point de vue macroéconomique toute l'activité bretonne, ce qu'on exportait, ce qu'on importait, etc. On s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait produire localement qui était acheté à l'extérieur, en France, en Europe et en dehors de la communauté européenne. Et puis, comme on a bien travaillé, mais on avait des doutes, on se posait vraiment les questions de comment on transforme ça, mais est-ce vraiment convaincant et est-ce qu'au niveau d'une entreprise, c'est réel? Et donc, on a fait une deuxième étude qui s'est appelée Reloc 2. Et Reloc 2, on est parti d'entreprises et là, on a analysé les entreprises, le grand livre des achats. On a comparé ça avec une base de données qui s'appelle Craft, qui est la base de Bretagne Next, l'agence de développement économique bretonne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait foultitude de fournisseurs potentiels en Bretagne qui n'étaient pas activés ou peu connus des entreprises. Et donc cette étude, ces 2 études complétées démontrent que grosso modo, 10% des achats des entreprises sont relocalisables de l'étranger pour 3% et des régions françaises pour 7%. Donc vous avez à votre main des fournisseurs français, bretons, et vous pouvez jouer à compétitivité égale, vous pouvez jouer sur 10% de vos achats.
Sauf que, vous allez me dire 10%, ça ne fait pas des masses, etc. Sauf que, transcrit en business, c'est 130 000 emplois, 5 milliards d'euros de PIB, 3,9 millions de tonnes de CO2 évitées. Et je vous jure que c'est massif comme chiffre, et c'est encore une fois à votre main. Et donc, on a développé tout un tas d'outils autour de ce slogan « Relocalisons » et aussi un site internet que vous avez là. Et ce site est totalement disponible depuis votre téléphone, depuis votre smartphone. Et donc, tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver en fiches, en données, en synthèse. Tout est là. C'est important parce que on a besoin que ce que nous, on pensait être une conviction, une intuition devienne une conviction étayée par des choses solides, mais qu'on vous donne des outils concrets. Avant de vous passer un petit film, si vous en êtes d'accord, de 3 minutes, qui résume tout ça, parce qu'autrement, vous allez m'écouter pendant 1 heure. C'est beaucoup mieux fait dans ce petit film. Je voudrais vous dire aussi que ce que j'affirme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'affirme des choses, c'est étayé par un comité scientifique dans lequel on a Alan Fustek et Anaïs Voigelis, la géographe. Et donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour être sûr que ce que l'on disait était réellement solide. C'est le cas. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de diffuser ce film et vous reviendrai après sur... Et après, je vous parlerai des outils, voilà, concrètement. Vous rebondirez sur ce qu'on va voir. Ah, c'est raté. Donc, je fais quoi? Il faut un carré jaune et voilà, le voilà. Il nous manque le son. On va peut-être le rediffuser, le remettre en arrière avec le son, une fois qu'on l'aurait retrouvé. Ce qui est rassurant, il n'y a pas que dans les entreprises qu'on n'y arrive pas, même les pros. Pourtant, on avait bien répété, tout fonctionnait. On connaît tous ce moment un peu délicat. Surtout en Teams. Donc voilà, c'est juste une affaire de quelques secondes. Ce film va nous résumer à peu près tout ce qu'il va falloir faire pour les années à venir, en gros. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Quels sont les avantages pour les entreprises? Qu'est-ce que ça apporte? Et puis encore une fois, quels sont les outils qu'on peut vous donner? Il y a 3 ans, je demandais aux entreprises, ici dans cette salle, je demandais qui sait quelle est la part de ces achats en Bretagne. Personne ne levait la main. On peut refaire le sondage aujourd'hui, si vous voulez. Loïc Hénaf, on peut recommencer. Qui connaît la part de ces achats en Bretagne? Ah, vous voyez, ça progresse. C'est une grande satisfaction, très grande satisfaction qu'aujourd'hui de voir que des mains se lèvent. Et je vous promets que c'est une nouveauté. Donc vous avez tous l'intention d'acheter en Bretagne, mais je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Alors je dis à chaque fois, mais combien tu fais? Ben, ils ne savent pas. Donc tout notre sujet, c'est d'objectiver les choses. Quelle est votre part? Et puis un calcul, on est d'accord, il faut qu'on fasse tous le même calcul. Et donc pour un des outils, donc ça s'appelle, c'est l'indice breton d'achat local, l'IBAL, qui est inspiré d'un outil qui a été proposé par l'UIMM, qui fait partie de notre comité de pilotage. On leur a dit, mais écoutez, votre outil est formidable. On utilise cet outil qui se calcule en 30 minutes. Je sais qu'il y a un volontaire dans la salle éventuellement pour démontrer qu'on peut le faire en 30 minutes. Et donc cet indice breton d'achat local vous permet de vous mesurer et de regarder l'écart entre ce que vous pensez être la réalité de votre entreprise par votre politique générale et ce qui est réalisé par vos équipes. Parce que malheureusement, il y a toujours un écart. Ce que je vous propose, on va continuer à discuter, à échanger avec nos invités. Et Victor, dès qu'il sera disponible, nous dira à quel moment on peut diffuser. Je peux peut-être parler des outils, puisque j'avais commencé, n'est-ce pas, Victor? Et cliquer. Je peux cliquer. Donc, sur les fameux outils. On va peut-être voir avec Alain Mongeau, président pour la Bretagne du Sénat. Attendez, excusez-moi, ils sont revenus... On est revenu sur les diapos. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, voilà. Donc, on a développé 5 outils simples. Le premier, c'est cet indice breton d'achat local. Vous voyez en bas à droite. Donc, c'est charté. Ça vous permet de vous comparer les uns par rapport aux autres. La part en Bretagne, la part en France et la part totale en Europe. Le deuxième outil qu'on a utilisé, c'est aussi inspiré d'un travail de l'UIMF. C'est une charte d'engagement à acheter localement. Donc, vous vous engagez avec un certain nombre de choses à faire. C'est aussi un message interne. C'est un acte managérial important que de rassembler, mobiliser son équipe.
Quand votre équipe est bien mobilisée, vous pouvez aussi rentrer dans un parcours de formation. Donc il y a un parcours pour accompagner les entreprises à acheter plus localement. Et on propose même des formations un peu plus pointues. On a un tropisme particulier sur le TCO, le coût total de détention, qui est un outil qui permet de finalement se rendre compte qu'un achat qui est fait localement n'est pas forcément plus cher qu'un achat qui est fait de façon lointaine quand on intègre tous les coûts cachés. Donc ça, c'est objectif, c'est quasiment du contrôle de gestion avec un certain nombre de lignes que vous pouvez ajouter et qui ne sont pas forcément très techniques. Et enfin, toujours cet accompagnement des chambres de commerce et des développeurs économiques de la région Bretagne qui sont là pour vous accompagner à identifier des fournisseurs que vous ne connaîtriez pas. Et on a les moyens de vous identifier des fournisseurs que vous ne connaissez pas et qui parfois sont juste à côté. Ils sont juste à côté. Bien. Est-ce qu'on va pouvoir continuer avec Alain Mongeau et voir après si le film est disponible ou pas? On va revenir sur l'enquête achat, tendance et priorité avec nos deux invités également présents. Alain Mongeau, président pour la Bretagne du CNA, c'est le Conseil national des achats, et puis Jean-Pierre Ivry, président de la CCI. Alain Mongeau, vous êtes donc président pour la Bretagne, le Conseil national des achats. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association, puisque c'est une association? Absolument, c'est une association loi de 1901, comme on dit communément. Donc c'est une association qui dispose d'un conseil d'administration de 22 membres. C'est une association qui affiche une certaine seniorité, puisque cette année, elle fête ses 80 ans. 80 ans. Donc en fait, nous considérons que nous sommes une association de référence en France pour le domaine des achats. Alors pourquoi? Parce que grâce à notre puissant réseau de 20 000 acheteurs, on est à même de pouvoir répondre à des sujets hautement d'actualité, achats en l'occurrence. Et donc, on dispose d'une expertise, on dispose d'un partage d'expérience, et je dirais que c'est notre intelligence collective. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de ces sujets d'actualité? J'en donnerai vraiment quelques-uns à travers ce qu'on appelle, nous, des achats labs. Vous avez le management des risques fournisseurs, qui est un basique, mais vous avez aussi des sujets plus d'actualité, comme la décarbonation, comme l'intelligence artificielle, comme les achats inclusifs. Et sur ces derniers sujets, on a édité des livres blancs à l'attention de nos adhérents. Voilà. Au-delà de ça, sur le plan national, le Conseil national des achats conçoit et édite 3 revues professionnelles. Je ne vais pas les citer pour faire court. Et elle organise 160 événements par an. Je citerai 2 événements marqueurs à l'échelle nationale, qui sont nos universités des achats, qui rassemblent 2000 inscrits, et le forum des achats publics. Voilà brossé très rapidement le Conseil national des achats au plan national. Alors au plan régional, bien entendu, on est une émanation de ce CNA national. J'anime un comité de direction qui est composé exclusivement de responsables achats. Et je rajoute à l'attention de vous tous que nous sommes des bénévoles et des bénévoles engagés. On organise aussi des événements. Alors, je saisis l'occasion pour rappeler que parmi ces événements, il y en a un qui est incontournable, certainement pour chacun d'entre vous. C'est Bretagne Achat 2025, qui aura lieu le 14 octobre au Roazhon Park. On devait le faire à la fin, mais on le fait maintenant. Vous avez raison, comme ça. Absolument, j'en profite. Et donc, sans faire de jeu de mots, les sujets phares. On est en Bretagne. Les sujets phares du moment, c'est naviguer dans la tempête et comment les achats peuvent transformer les obstacles en opportunités. Et puis un deuxième sujet qui nous tient à cœur avec Loïc Enaf, c'est la relocalisation par les achats, parce que notre assistance est quand même essentiellement composée, vous l'avez compris, d'acteurs achats, qu'ils soient responsables, directeurs, acheteurs, etc. Voilà, donc dans le droit fil des buts que nous nous sommes fixés au niveau national, il s'agit pour nous, bien entendu, de promouvoir et de valoriser la fonction achat, son positionnement dans nos entreprises et nos collectivités publiques, ainsi que la qualité de la relation fournisseur, auquel nous tenons particulièrement.
Et pour ce faire, le CNA Bretagne a décidé d'aller plus loin ensemble avec les acteurs économiques de la région. Et là, je rappelle ce qu'a dit tout à l'heure Loïc Henaf à propos de l'initiative qu'il anime. Nous en sommes pleinement partie prenante. Mais c'est aussi avec la CCI du Finistère d'abord, puisque avec elle, on a co-créé le club achat 29 comme le Finistère. Et je remercie Jean-Pierre Riveri sur la mutualisation, comme il me disait tout à l'heure, sur le fait qu'à propos de l'enquête tendance et priorité des achats en 2025 qu'on va aborder par la suite, on l'a décidé ensemble et on l'amène ensemble. Et bien entendu, on vous en donnera les principaux points. Alors justement, qui l'a dirigée, cette enquête, et que révèle-t-elle dans un premier temps ? Alors, il est peut-être opportun, pour répondre à votre question, déjà de dresser un décor, mais alors très, très global sur des évidences, mais les rappeler est toujours bon. Les achats représentent souvent une part très significative rapportée au chiffre d'affaires. Ça, c'est un point important. Les achats doivent donc être considérés, de notre point de vue, comme un levier de développement. Alors, pas tant uniquement sur le plan économique, mais aussi, comme l'a souligné tout à l'heure Loïc Henaf, sur le plan social, voire sociétal. Ça, c'est un point de, je dirais, hélicoptère. Et puis ensuite, les résultats qui sont issus de cette enquête, de notre point de vue, ils permettent d'éclairer les acteurs de telle sorte à ce qu'ils puissent derrière éventuellement infléchir leur stratégie, que ces acteurs-là soient des acheteurs ou que ce soit des dirigeants d'entreprise. Une fois qu'on a évoqué cet aspect-là, chapeau, je dirais, le CNA réalise cette enquête en relation avec le cabinet Agile Bayer, qui est un cabinet de consulting, qui est un cabinet qui va, en 2 secondes, fournir des ressources achats, mais également faire du conseil en stratégie achat. Alors, on pratique cette enquête depuis une quinzaine d'années. C'est la 16e édition en 2025. Et je précise que cette enquête-là, elle est adressée bien sûr au plan national, avant d'aborder votre question sur le volet régional. Les questions aujourd'hui sont examinées systématiquement avant d'être lancées par un comité scientifique de 12 membres, qui sont tous des directeurs achats en exercice de haut niveau, de telle sorte à pouvoir cerner s'il y a lieu de rajouter des sujets. Évidemment, vous devinez que parmi les sujets qu'on a rajoutés assez récemment, il y en a un qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, à partir de ce volet chapeau de l'enquête au niveau national, la CCI Bretagne, avec Jean-Pierre et le CNA Bretagne, on a décidé d'en faire un extrait de cette enquête qui est très, très complète. Et il ne serait pas opportun d'adresser l'enquête complète à l'échelle du tissu industriel que manage la CCI Bretagne. Et donc, on a décidé de se rapprocher. Et donc, c'est typiquement le résultat de cette approche qui nous a fait que, grâce à la CCI, et grâce à ses adhérents, on a adressé l'enquête à plus de 5000 entreprises et on va vous en délivrer quelques résultats. Alors, des extraits, évidemment, on ne va pas pouvoir tout vous livrer. On va commencer avec Jean-Pierre Riveri, donc président de la CCI. Les rouages de l'entreprise, il n'y a non plus de secret pour vous, ça c'est clair. Pour obtenir ces chiffres, il a fallu sonder des entreprises, c'est parti de là. Quel est l'objectif prioritaire que visent ces dirigeants d'après les résultats de cette enquête ? Bonjour à tous et toutes. Donc déjà, on était effectivement sur les précédentes éditions avec Loïc et on a commencé à travailler puisqu'on a mutualisé aussi cette enquête pour que ça nous coûte moins cher. Donc on a déjà travaillé ensemble pour diviser nos coûts et être plus opérationnels en travaux pratiques. Donc merci, et puis effectivement on soutient la démarche qui a été initialisée puis qui est très bien faite et très ludique aussi pour l'avoir testée. C'est important aussi de le dire, on sait aussi rendre les choses ludiques. Les achats aussi, ça commence par le patron de la boîte. Ce n'est pas que les services des achats. Et Loïc le dit souvent, il est important, on dit le poisson pourri par la tête, entre guillemets. Il faut vraiment commencer, c'est un sujet d'entreprise, ce n'est pas un sujet de service. C'est important de le dire. Et l'optimisation des coûts fait effectivement partie de l'ADN des achats. Et dans notre enquête, on a vu que 6 entreprises sur 10 en font une priorité en 2025. Alors évidemment, dans le contexte actuel, on a effectivement une baisse de l'inflation qui semble se ralentir, mais la proportion d'entreprises ayant pour objectif des achats de réduire leurs coûts en 2025 est aussi en baisse par rapport à l'année précédente, puisque nous étions à 73%.
Et il est important de mesurer tout ce que l'on fait sur la durée. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la première fois, il y avait que toi qui connaissais ton pourcentage d'achat local. Là, on a des mains qui se lèvent, mais comme tu n'as pas demandé le chiffre, il y a plusieurs mains qui se sont levées, il faut vérifier quand même. Et aussi, dans notre enquête, on a vu que le top 3 des moyens cités pour réduire cette réduction des achats, il y a évidemment la négociation avec les fournisseurs pour 78%. Là, c'est un classique du genre. Mais la sélection de fournisseurs préférentiels à 56% est importante. Parce que la relation avec le fournisseur est importante. Il ne s'agit pas simplement de négocier le prix. Il faut avoir des relations d'homme à homme ou de femme à femme pour pouvoir aussi faire de l'innovation par les achats. Ce n'est pas acheter pour acheter. On se rend compte que rien que le fait de regarder, de faire l'état des lieux, on se rend compte qu'on a des économies à faire. Le fait de mesurer, c'est comme la consommation d'eau, d'énergie. Regarder, mesurer et suivre l'évolution, on fait déjà un grand pas. Donc c'est important d'avoir des relations avec des fournisseurs. Et on voit aussi qu'on a des fournisseurs en commun souvent qu'on ne connaît pas et on ne sait pas qu'on travaille ensemble. Et des fournisseurs aussi que l'on rencontre sur des salons à l'étranger, alors qu'ils sont chez nous, on découvre ce qui se passe à côté de chez nous. Donc ça, on sait faire réseau en Bretagne, mais ça contribue à améliorer ce réseau. Et puis le partenariat avec les fournisseurs, pour 38%, est important parce qu'ils ont une vision intéressante pour donner une vision aussi sur les tendances. Là, quand on parle des achats d'emballage, on parle du plastique, on parle des choses comme ça. On ne va pas relocaliser forcément une production de plastique. Il faut qu'on relocalise avec de l'innovation pour avoir l'après-plastique ou l'après-caisses qui sont utilisées dans les criers, par exemple. Donc ça, c'est important. Et ce collectif est important et cette dynamique est importante. Il faut la faire dans la durée, encore une fois, avec de la mesure. Jean-Pierre Ivry, par quoi nos chefs d'entreprise sont-ils le plus préoccupés et qui pourrait les inciter finalement à relocaliser ? Alors déjà, l'entreprise, on le connaît dans la situation actuelle, c'est une gestion quotidienne de risques. Les achats en font partie et on l'a vu avec les risques. Il est important aussi, je le dis au passage, on sait faire aussi venir en Bretagne des acheteurs pour fournir à l'extérieur, à l'export, nos produits aussi à l'international qui sont connus et reconnus. Et Bretagne Commerce International a fait venir des acheteurs régulièrement. On sait le faire, il faut aussi qu'en Bretagne, on sache le faire en interne. Mais cette initiative a été appréciée parce que quand on parle de l'international, on s'est rendu compte depuis le Covid et puis depuis les situations économiques, même si je produis en Bretagne, je vends en Bretagne, je n'exporte même pas en France, je suis concerné par l'international. Tous les achats sont concernés par ce qui se passe à l'international. Et là, il y a quand même une éducation, une acculturation à faire. Et on a vu que 9 entreprises sur 10 anticipent aujourd'hui au moins un risque important sur leurs achats en 2025. Donc on voit que c'est quand même important. Bon, les droits de douane américains, les produits chinois, etc., tout ce que vous savez du contexte international, fait qu'il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là. Il y a 2 risques majeurs qui ont été identifiés dans l'étude. La défaillance fournisseur, qui est un risque majeur anticipé en 2025 par 2 acheteurs sur 3, alors qu'en 2024, nous étions à 50%. On a des commandes, on a les entreprises et les industries qui peuvent tourner. On a vu dans les autres tours de table que l'aspect embauche, l'aspect habitat est important. Et on voit aussi que les achats, ce n'est pas forcément les matières premières. Donc il n'y a pas que les terres rares qu'il faut importer, mais il y a une prise de conscience par rapport à verrouiller nos achats. Je connais quelques entreprises dans ton beau pays du Finistère qui travaillent sur la sardine. Ils ont du mal à trouver de la sardine, ils ont du mal à trouver la bonne taille, et il faut toujours le même poids dans les boîtes. Donc le nombre varie. Donc on se rend compte qu'on est obligé des fois d'aller chercher des matières premières à l'extérieur parce qu'on n'a pas su anticiper chez nous, alors qu'on l'a si on sait anticiper. Les défauts de paiement aussi sont une situation aussi auquel on fait de plus en plus défaut aujourd'hui, sachant qu'il y a des retards de paiement aussi, on voit bien, et donc il y a une sensibilité des acheteurs par rapport à la solidité des entreprises. Et le problème de cash dans les entreprises, on le connaît tous, on voit bien que si je retarde à payer mon fournisseur, etc., on a l'effet domino. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et puis bien évidemment, ça a été souligné au départ, le risque de cyberattaque suit et connaît une forte progression dans notre sondage, puisqu'il y avait des menaces qui étaient à hauteur de 24% en 2024, et aujourd'hui on est à 41% de risques estimés par les chefs d'entreprise. Donc le numérique est vraiment un enjeu important pour les entreprises, et aussi avec un risque identifié pour les fuites de données, à 23%, alors qu'en 2024, on était à peine à 8%. Donc il y a bien ce risque de cyberattaque, mais aussi une fuite des données. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut mener un certain nombre d'actions pour pouvoir faire face à ces risques ou les anticiper.
Donc effectivement, il y a des actions qui sont menées, on l'a vu à travers Relog, et qui est vraiment un travail collectif et un travail de territoire sur tous les territoires. Quelques réunions qui ont été faites aussi sur les territoires. Au niveau des entreprises locales, on voit qu'il y a du répondant, il y a de l'intérêt et il y a du résultat derrière. On ne fait pas au niveau national, au niveau Bretagne et au niveau département, c'est vraiment local. Et on voit que la protection des données est importante aussi. Et on a accompagné les entreprises. Par exemple, les CCI ont accompagné plus de 2000 entreprises pour les sensibiliser. Et 1000 parmi ces 2000 ont été accompagnés jusqu'au bout pour concrètement leur dire voilà ce qu'on fait. Comme tu as fait sur la Relog, il y a un outil, on peut mesurer proprement ce qui se passe chez soi-même et avoir des actions et les suivre et suivre la tendance. Et le réseau breton, le pacte breton, fait qu'on peut aussi communiquer entre nous pour aller chercher les fournisseurs et avoir des idées, y compris d'innovation. Donc il y a des opportunités au-delà du coût et de la réduction des coûts. Pour avancer sur cette enquête avec Alain Mongeau, pour essayer d'aller un peu plus vite, pour laisser la parole également à Marianne, qui est notre invitée, un autre sujet récurrent que l'on découvre dans cette enquête, Alain Mongeau, c'est la relation client-fournisseur. Est-ce qu'il y a un premier constat à en tirer ? Oui, alors la relation client-fournisseur, aujourd'hui, on la mesure, elle a perdu 4 points. Elle a perdu 4 points, elle était à 40, elle est autour de 35, donc elle a perdu 4 points. Alors 35%, c'est quand même encore beaucoup. Il faut relativiser les choses. Et, sur le plan national, sachez qu'elle est à 78%. Donc vous voyez le sujet. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une solidarité bretonne ? Est-ce qu'il y a, comme certains acteurs éminents qui l'ont évoqué au cours de ces journées, une forme d'identité bretonne ? Sans doute, sans doute. Bon, néanmoins, 35%, c'est encore beaucoup. Et nous, CNA, notre propos, c'est de dire comment faire en sorte que cette tendance s'infléchisse. Et là, notre propos, c'est que derrière ces relations déséquilibrées, en fait, se profilent des mauvaises pratiques. Jean-Pierre l'a évoqué à l'instant en donnant l'une d'entre elles, les retards de paiement. Et nous, Conseil national des achats, on promeut à cet égard, on milite pour la diffusion des bonnes pratiques. Et donc, depuis une quinzaine d'années déjà, le temps passe, on a créé une charte dite des relations fournisseurs et achats responsables, laquelle charte est directement issue des mauvaises pratiques qui étaient issues de la crise des subprimes. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, dedans, il apparaît ces bonnes pratiques, de telle sorte à les combattre. Et donc faire signer l'ensemble des acteurs à cette charte, c'est notre cheval but. de bataille. C'est notre cheval de bataille, c'est un de nos chevaux de bataille, de telle sorte à ce qu'il s'engage. Et je voudrais souligner qu'à cet égard, les principaux acteurs économiques bretons l'ont signé en janvier 2023 autour du préfet de région. Et je citerai Jean-Pierre. Je citerai Jean-Pierre pour la CCI Bretagne. Je citerai aussi le MEDEF Bretagne. Je citerai l'UIMM Bretagne, le CJD autour du préfet de région et également, bien sûr, de Loïc Chenet-Girard. Loïc Chenet-Girard, à travers sa position de président du conseil régional, avait un temps d'avance dans la mesure où il l'a déjà signé et il s'agissait pour lui d'aller plus loin en candidatant au label des relations fournisseurs et achats responsables. Voilà. Bien. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'échanger aussi avec Marianne Guyadère, qui est notre invitée aujourd'hui, dirigeante pour le conseil de surveillance de Guyadère, mais qui représente surtout Groix et Nature. Vous êtes dirigeante, chef d'entreprise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marianne, par rapport au sujet qui nous intéresse sur la relocalisation par les achats, on va expliquer que en fait, vous le faites depuis le début, que vous n'avez pas eu besoin de vous poser les questions aujourd'hui en 2025. Présentez-nous quand même votre entreprise en quelques mots, implantée sur l'île de Groix, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je dirige Groix et Nature, qui est une conserverie artisanale, familiale, basée sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Et Groix avait la particularité au siècle dernier d'être le premier portonnier. Donc, il y avait 5 conserveries à l'époque, sur un territoire de 8 km par 4. Économiquement, c'est ce qui faisait vivre l'île. Et donc, avec la mécanisation des bateaux, fin des années 70, donc en 78, la dernière conserverie a fermé. Et donc, c'est mon père, Christian, qui a créé Groix et Nature, donc en 2000. Donc, quand on parle aujourd'hui de relocalisation, évidemment, c'est génial d'en parler parce que nous, c'est une conviction qu'on a toujours eue parce que l'objectif premier de Groix et Nature était de relocaliser et de refaire naître cette activité de conserveur sur l'île de Groix.
tous les mots type RSE et les superbes actions qui existent aujourd'hui n'étaient pas encore connus à l'époque. Donc nous, pendant des années, on a parlé de développement durable de proximité. Et c'est quoi le développement durable de proximité? Alors c'est un peu long, mais pourtant c'est juste. C'est du bon sens paysan ou du bon sens groisillon. Et ça répond un peu aux différentes valeurs qu'on a dans l'entreprise et qu'on fait rayonner aujourd'hui à travers l'attachement au territoire, l'engagement de nos produits et puis l'intégrité. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est tout dit. Je rebondis sur un mot qu'a dit Loïc, auquel je suis très attachée, c'est la culture. Ce qu'on fait aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise dans l'agroalimentaire, on se bat pour faire perdurer et faire rayonner une culture. La culture à travers la gastronomie, la culture à travers l'agroalimentaire. Et là, vous allez du coup avoir des parties prenantes qui sont vraiment très larges. C'est travailler avec vos marailleurs, c'est travailler avec vos agriculteurs. En fait, c'est ça? Vos fournisseurs? C'est beaucoup plus large, parce que vous partez de vos fournisseurs, bien évidemment, mais vous allez jusqu'à votre client final, chez qui on doit créer une émotion et une fierté. Comment on fait pour ça? Ah bah, on travaille sur le sujet. Différentes façons. C'est déjà des décisions d'entreprise, comme disait Jean-Pierre, donc de savoir dire non à une époque où c'est plus facile de dire oui, de savoir tenir ses positions, d'être engagé et de savoir s'engager et de pouvoir co-construire. Donc aujourd'hui, on voit bien, il y a quand même une nécessité de changer, de repenser son business model. Parler de la sardine, mais si on parle de tous les poissons, aujourd'hui, on travaille chez Groix et Nature et du poisson et du légume. Le légume, comment on a fait, c'est de s'engager à travers des gens, et notamment des agriculteurs groisillons, auprès desquels on s'est dit, qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Ok, vous pouvez nous faire de la betterave, on va faire une recette de betterave. On s'est adapté à ce que pouvait faire notre fournisseur sur notre territoire. Et en fait, c'est des échanges qui sont passionnants, qui prennent du temps, mais qui changent un peu le prisme de réflexion stratégique de l'entreprise. Hier, une innovation, c'était de la cuisine moléculaire. Aujourd'hui, l'innovation, c'est aussi la simplicité du bon et du vrai. Et ce qui m'importe, moi j'embauche aujourd'hui, 53% de mes collaborateurs sont des groisillons et des groisillonnes. Il y a cette continuité vraiment globale de l'entreprise. Donc en ça, relocaliser est devenu essentiel. Aujourd'hui, on le voit dans les études que vous avez citées. Nous, c'est des convictions qu'on a toujours eues dans l'entreprise, mais on va plus loin parce que même en étant une entreprise qui s'est construite sur ces principes de relocalisation, on peut toujours aller plus loin. Et comme disait Loïc, de se dire, je donne un exemple, le beurre. Le beurre, je suis bretonne, on a acheté du beurre en Normandie. Non, c'est de se dire, non, on achète du beurre en Bretagne. Et là, c'est d'aller creuser tous les sujets les uns après les autres. Et pour ça, il faut vraiment avoir l'adhésion de l'équipe et l'adhésion des collaborateurs. On va y revenir là-dessus. Combien d'employés, combien de salariés chez vous, chez Groix et Nature? 35. 35 personnes. Pardon, collaborateurs. Chez Groix et Nature, oui. 35. 35 personnes. Oui. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer comment vous avez l'habitude de travailler, mais vous n'allez pas rester sur vos acquis. On verra aussi qu'il y a des nouveaux projets. Comment on entraîne ces 35 collaborateurs? Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils soient convaincus de cette bonne parole? Alors, je vais être honnête, je pense qu'il y a une recherche globale de sens des collaborateurs et quand on travaille cette notion de fierté, chacun peut être moteur. Et c'est ce qui est incroyable dans la relocalisation, c'est que chacun, à son échelle, peut être moteur. Donc, le chef d'entreprise doit peut-être impulser cette direction, mais après, on a des entreprises où il est important de cultiver notre marque employeur, on le voit, et cette fierté bretonne, je dirais qu'il y a une émulation qui se crée, et il faut accepter des petites victoires au début, et après, ça se transforme en grand projet. On va y arriver aussi peut-être, on y reviendra à la fin de cette table ronde, par la formation. C'est un mot qui est revenu lorsqu'on a préparé cet entretien. Souvent, on m'avait dit aujourd'hui, il faut penser à la formation. Sous quelle forme? Former les équipes au monde de demain. Donc nous, on a participé à la CEC, la Convention des entreprises sur le climat, pour expliquer factuellement les enjeux au niveau de nos achats. Qu'est-ce qu'on fait si demain, il n'y a plus de poissons dans l'eau? Est-ce que l'entreprise s'arrête? Je ne pense pas. Mais il faut quand même, du coup, se poser ces questions et réfléchir au monde de demain. Donc ça veut dire informer ces équipes, prendre le temps de la réflexion. Ce qu'on se dit là en 45 minutes, c'est une aventure au long cours. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on se dit là se poursuivra. On sera peut-être même nous plus là, mais ça continuera parce que c'est vraiment une nouvelle forme de réflexion et de business model d'entreprise.
Et ça, il faut être préparé et formé et surtout en alerte parce que le monde change tellement vite. On voit bien qu'au niveau du climat, au niveau de beaucoup de choses, l'Ukraine qui l'avait prévu, on a tous changé notre façon de travailler sur plein de sujets. Donc il faut s'adapter. Et pour bien le vivre, il faut former aussi ces équipes à cette politique du changement. Voilà, on va reparler de cette formation. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Kenaf, le film, on va pouvoir le diffuser et vous pourrez le commenter. On l'a un peu dans le désordre aujourd'hui. C'est comme le tiercé, mais on va quand même avancer. Mais on peut synthétiser ce qui a été dit, Oui. Et brillamment par Marianne à l'instant. C'est dans la culture de l'entreprise, donc c'est bien une transformation qui est nécessaire. Et je reviens à ce qui a été dit aussi, c'est un monde qui bouge très très vite et que finalement notre situation industrielle, elle est faible. Nous sommes faibles industriellement. C'est ça, je pense qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point on est faible et on a besoin de se remuscler industriellement. Et on ne pourra opérer cette renaissance industrielle qu'en se repenchant sur ce que l'on fait chez nous, entre nous, se croiser. Donc je ne vous balayez pas tout ce qu'on fait, parce qu'on fait énormément de rencontres à l'échelle d'une zone artisanale, d'une zone industrielle, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération. On fait se rencontrer les gens. Produits en Bretagne a organisé le salon breton de l'achat local déjà 2 fois. Enfin, là, il y a énormément d'initiatives. Rendez-vous compte les uns les autres que vous avez des fournisseurs juste à côté de chez vous qui sont plus performants que des fournisseurs lointains. Et avec un gain énorme pour le territoire et une agilité et de l'innovation. Enfin, il y a plein de choses vraiment plus sympas localement que loin. Mais il ne s'agit pas de se recroqueviller. Ne vous trompez pas dans mon propos. Il s'agit juste de se muscler, d'être plus résilient. Et de se développer encore plus. Alors, on va peut-être dérouler effectivement les gros avantages de tout ça. Comme ça, le cours sera complet. Vous aurez eu la totale. La boucle est bouclée, comme dirait l'autre. C'est vous qui y allez, parce que comme ça, ouais. Alors voilà, j'espère qu'on va pouvoir visionner d'après Victor, c'est bon. Feu. Dans un monde où les entreprises cherchent à aligner valeurs et actions, la relocalisation des achats des produits et services est une opportunité solide de contribuer à un monde plus durable tout en renforçant leur résilience. La relocalisation des achats est synonyme de sécurisation des approvisionnements, de souveraineté, de réduction de l'empreinte environnementale, de renforcement de la compétitivité et de maintien de notre modèle social. La problématique de la relocalisation s'impose à notre économie régionale. C'est pourquoi la région Bretagne s'investit aujourd'hui aux côtés de ses partenaires pour impulser ce changement. Comment une entreprise peut-elle alors s'engager dans la relocalisation de ses achats ? Première étape, mobiliser en interne. Il est d'abord indispensable d'identifier et de mobiliser les personnes clés pertinentes pour s'engager dans la démarche et faire des achats européens, français et bretons une priorité de la stratégie d'entreprise. Deuxième étape, cartographier ses achats. Pour relocaliser ses achats, il faut d'abord savoir où ils sont effectués actuellement. L'indice breton de l'achat local est un outil simple et rapide à utiliser pour cartographier l'origine de ses achats, en Bretagne, en France, en Europe et dans le reste du monde. Troisième étape, identifier des alternatives. En s'appuyant sur la cartographie des achats, il est important de cibler ceux pour lesquels il est prioritaire de chercher des fournisseurs locaux. Par exemple, les achats les plus stratégiques, les plus impactants en termes environnementaux, mais aussi les achats les plus facilement relocalisables, comme les services ou les petits volumes. Commence ensuite la recherche de fournisseurs potentiels au niveau local, national, puis européen. Quatrième étape, calculer les coûts cachés. Pour pouvoir comparer les offres, il faut alors détailler les coûts. La méthode TCO, ou coût total de possession, permet de calculer le prix de revient complet, intégrant les coûts induits ou cachés. Derrière le prix facial de tout produit peut se cacher une multitude de coûts induits. Transport, logistique, stockage, entretien et maintenance, risque de non-livraison ou de non-qualité, entre autres. Des coûts qui peuvent augmenter très fortement plus le produit ou le service est acheté loin de l'entreprise. En mettant en lumière l'impact réel de chaque achat, le TCO révèle qu'il est souvent intéressant de se fournir localement. Cinquième étape, mettre en œuvre et constater les bénéfices de la démarche. On ne peut évidemment pas relocaliser tous ces achats, mais des marges de progrès existent toujours pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Réaliser des économies directes et indirectes, anticiper les futures réglementations sur la RSE, gagner en flexibilité et en réactivité, innover en collaborant avec un fournisseur local. Les achats relocalisés, même partiellement, apportent tout de suite des bénéfices bien tangibles pour l'entreprise.
La relocalisation par les achats s'impose donc comme une réponse très opérationnelle aux enjeux de transition écologique et de pérennité économique. Les partenaires du projet Relocalisons en Bretagne sont au service des entreprises pour les accompagner dans leur démarche. Contactez-les dès maintenant sur relocalisons.bzh. Rejoignez la dynamique et ensemble, participons à la construction d'une Bretagne plus durable. Parce que chaque achat compte. Mais Voilà. finalement, à la fin de cette table ronde, je trouve que ça tombe à point nommé, ce film. Oui, Ça oui, résume tout à tout ce qui s'est dit ou presque. En tout cas, sur le chemin du retour, vous pouvez l'écouter en voiture. Disponible sur le net. Alors chaque achat compte, mais je veux dire, presque chaque mot compte. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce qu'on a fait, là, ce travail de... Pablo, ce travail de sensibilisation, il a été quantitatif. On a sensibilisé 3000 entreprises ces 2 dernières années, de très nombreuses rencontres, plus de 35 réunions et plus de près de 1000 réunions qui ont participé à des actions concrètes. Donc c'est en train d'être quantitatif en région, on en est très content. L'autre sujet qui était passé un peu vite tout à l'heure, c'est que nous avons décidé avec Loïc Chenet-Girard d'ancrer ces outils dans les soutiens aux entreprises. C'est-à-dire que quand vous allez, puisque c'est le rôle de la région d'accompagner le développement économique, c'est dans ses compétences. Quand une entreprise va venir nous demander un soutien, une aide, on va aussi, en fonction du soutien et de l'aide qu'on va lui accorder, de s'engager plus ou moins. Ça va être peut-être juste signer une charte, mais peut-être aussi de calculer un indice breton d'achat local et peut-être lorsqu'il y aura un soutien public financier important, on va lui demander de s'engager dans un parcours de relocalisation. Quand même, je pense que c'est un minimum qu'on peut demander aux entreprises qui reçoivent un soutien public. Après, la question, c'est, maintenant que j'espère vous avoir convaincu que l'achat local, c'est bien pour la planète, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour notre système social, je pense qu'aussi, on est dans une période de signes noirs. Hein. Je ne vais pas vous refaire le livre sur les signes noirs de Nicolas Taleb, mais on est quand même dans une période où des choses auxquelles on n'avait pas pensé, Marianne a parlé de la guerre en Ukraine, l'hyperinflation énergétique qui est arrivée, les bouleversements. Là. Enfin, on a tous été pris par quelque chose de très violent, très fort récemment. Et mine de rien, quand on n'achète plus localement, il y a plus de chances que le produit, la fourniture soit disponible, que la devise soit moins soumise à variation, que le canal de Suez ne soit pas bloqué, que mes clients ne se tapent pas dessus, parce qu'on a quand même en tête des entreprises bretonnes dont les clients et les fournisseurs se tapent dessus à coups de Kalachnikov en ce moment. Enfin voilà, c'est la réalité guerrière du monde d'aujourd'hui, donc ces fameux signes noirs. Et donc on a un besoin quand même de robustesse, de muscler notre économie et de résilience. Quand même, encore une fois, il ne s'agit pas de se recroqueviller, il s'agit de s'équiper, de s'outiller. Et donc, on a cette idée d'un IBAL augmenté, d'un indice breton achat local augmenté, qui pourrait prendre un petit peu en compte le risque. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est d'analyser ces risques aussi. Et donc, on pousse cette idée-là de réflexion pour l'année 2026, de réflexion entre nous sur ce sujet. Ne peut-on pas donner une connotation évaluation du risque à cet indice breton d'achat local? Alors, il se trouve qu'un outil, je ne fais pas de publicité, c'est pas le but, mais il se trouve que c'est un pionnier. Un outil vient de sortir qui s'appelle Softract, qui permet de donner une cotation des entreprises en fonction d'un score de gouvernance, hein, c'est du scoring, score de gouvernance, sensibilité du chiffre d'affaires à des pays à risque, sensibilité des achats et dépendance à des pays à risque et sensibilité numérique. Cet outil, j'ai un petit peu travaillé avec eux ces derniers mois, et donc ils m'ont gentiment proposé de le faire à l'échelle de l'économie de la région Bretagne. Donc c'est un scoop, c'est un chiffre qui n'est pas sorti. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la Bretagne a un score de souveraineté qui est supérieur, pas beaucoup, mais quand même supérieur à la France. Donc on tire vers le haut en souveraineté. On est plus capable d'affronter ces grandes tempêtes que les autres. Vous notez que c'est orange et qu'il y a une sacrée marge de manœuvre.
En termes de gouvernance, les entreprises bretonnes sont plus dirigées, gouvernées par des Bretons qui se connaissent. C'est pas un fonds, quelque chose un peu inconnu, une boîte noire. Là, c'est des gens, des vrais gens, là, avec des nez et des moustaches pour certains. Et donc, on est plus résilient sous la gouvernance que le reste de la France. En termes de chiffre d'affaires, c'est équivalent. En termes de chaîne d'approvisionnement, c'est pas extraordinaire parce qu'on a des petits points de faiblesse et on a une énorme faiblesse numérique. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce calcul pour mon entreprise en fournissant des données à Softrac et je vois où sont mes points de faiblesse. C'est passionnant. Couplé à un indice, enfin, pour moi, c'est le niveau 2 de l'indice breton l'achat local. Donc, je vous le livre un peu sous forme de scoop. Retenez quand même que la Bretagne a un talon d'Achille sur son énergie, mine de rien. Alors pas l'énergie brute, mais et c'est pour ça que tout à l'heure dans une diapo il y avait les acheteurs de rang 2, puisque notre indice breton d'achat local dont je vous ai parlé, c'est les acheteurs de rang, enfin les fournisseurs de rang 1, ceux à qui j'achète. Mais le fournisseur de mon fournisseur, je ne connais pas. Donc on a besoin nous aussi de travailler sur ce sujet pour vous donner des outils pour comparer vos fournisseurs, comparer vos clients. Et donc, on sait tous qu'il y a des énergies fossiles russes qui sont utilisées en Europe, même s'ils ne sont pas achetés à des Russes. Et donc, la Bretagne a une sensibilité à ça, par le biais de la Norvège, etc. Et c'est une réalité. Il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas se dire non, ça n'existe pas. Ça existe. Donc, on a un talon d'Achille sur l'énergie. Et on a un autre talon d'Achille, c'est le numérique. Donc on est ultra sensible au numérique. Tu as parlé de souveraineté, bien sûr, Jean-Pierre, sur ce sujet, de fuite de données. Se dire qu'une entreprise n'a pas réfléchi à la simple idée qu'elle met tout sur un cloud dont, en plus, on approche de la fin, donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'extraterritorialité, mais quand même, les entreprises américaines sont propriétaires de leurs données, même en France. Et donc, vous pouvez rentrer en combat juridique avec des sociétés américaines en France. C'est la réalité, c'est ça. Et vous fâchez avec vos clients américains. Donc c'est effrayant, excusez-moi, c'est effrayant. Mais aujourd'hui, les frontières ne sont plus celles qu'on a connues quand on est allé à l'école. Les frontières, elles volent en éclats de tous côtés. Et donc, on a un sujet en France sur le numérique, la Bretagne autant que le national. Et donc, on a un sujet de souveraineté sur nos outils numériques, d'autant plus qu'il existe des fournisseurs numériques bretons, nombreux. Il y a des solutions, alors pas à 100%, vous n'allez pas avoir toutes les briques, mais vous pouvez, comme un mur, rajouter un certain nombre de briques pour avoir un mur plus difficile à franchir que celui du voisin. Et c'est ça la clé. Donc la robustesse de la Bretagne passera aussi par des actions des chefs d'entreprise qui choisiront des solutions plus proches, plus orientées vers le besoin du territoire, et on va de ce fait muscler et créer une Bretagne plus robuste face à ces difficultés que malheureusement nous ne pourrons pas éviter. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je crois qu'on peut applaudir les acteurs de cette table ronde. Merci messieurs, dames. Merci infiniment.